Chapitre 4. L'hôtel de la Mole. Si tout semblait étrange à Julien, dans le noble salon de l'hôtel de la Mole, ce jeune homme pâle et vêtu de noir semblait à son tour fort singulier aux personnes qui daignaient le remarquer. Madame de la Mole proposa à son mari de l'envoyer en mission les jours où l'on avait à dîner certains personnages. « J'ai envie de pousser l'expérience jusqu'au bout, » répondit le marquis. « L'abbé Pirard prétend que nous avons tort de briser l'amour-propre des gens que nous admettons auprès de nous. On ne s'appuie que sur ce qui résiste, etc. Celui-ci n'est inconvenant que par sa figure inconnue, c'est du reste un sourd-muet. Pour que je puisse m'y reconnaître, il faut, se dit Julien, que j'écrive les noms et un mot sur le caractère des personnages que je vois arriver dans ce salon. » Il plaça en première ligne 5 ou 6 amis de la maison, qui lui faisaient la cour à tout hasard, le croyant protégé par un caprice du marquis. C'étaient de pauvres airs, plus ou moins plats, mais, il faut le dire, à la louange de cette classe d'hommes telle qu'on la trouve aujourd'hui dans les salons de l'aristocratie, ils n'étaient pas plats également pour tous. Tel d'entre eux se fut laissé malmener par le marquis, qui se fut révolté contre un mot dur à lui adresser par madame de la Mole. Il y avait trop de fierté et trop d'ennui au fond du caractère des maîtres de la maison. Ils étaient trop accoutumés à outrager pour se désennuyer, pour qu'ils pussent espérer de vrais amis. Mais excepté les jours de pluie, et dans les moments d'ennui féroce, qui étaient rares, on les trouvait toujours d'une politesse parfaite. Si les 5 ou 6 complaisants qui témoignaient une amitié si paternelle à Julien eussent déserté l'hôtel de la Mole, la marquise eût été exposée à de grands moments de solitude, et aux yeux des femmes de ce rang, la solitude est affreuse, c'est l'emblème de la disgrâce. Le marquis était parfait pour sa femme, il veillait à ce que son salon fût suffisamment garni, non pas de pair, il trouvait ses nouveaux collègues pas assez nobles pour venir chez lui comme amis, pas assez amusants pour y être admis comme subalternes. Ce ne fut que bien plus tard que Julien pénétra ses secrets. La politique dirigeante qui fait l'entretien des maisons bourgeoises n'est abordée dans celle de la classe du marquis que dans les instants de détresse. Tel est encore, même dans ce siècle ennuyé, l'empire de la nécessité de s'amuser que même les jours de dîner, à peine le marquis avait-il quitté le salon, que tout le monde s'enfuyait. Pourvu qu'on ne plaisantât ni de Dieu, ni des prêtres, ni du roi, ni des gens en place, ni des artistes protégés par la cour, ni de tout ce qui est établi, pourvu qu'on ne dit du bien ni de Béranger, ni des journaux de l'opposition, ni de Voltaire, ni de Rousseau, ni de tout ce qui se permet un peu de franc-parler, pourvu surtout qu'on ne parlât jamais politique, on pouvait librement raisonner de tout. Il n'y a pas de 100 000 écus de rente ni de cordon bleu qui puissent lutter contre une telle charte de salon. La moindre idée vive semblait une grossièreté. Malgré le bon ton, la politesse parfaite, l'envie d'être agréable, l'ennui se lisait sur tous les fronts. Les jeunes gens qui venaient rendre des devoirs, ayant peur de parler de quelque chose qui fit soupçonner une pensée ou de trahir quelque lecture prohibée, se taisaient après quelques mots bien élégants sur Rossini et le temps qu'il faisait. Julien observa que la conversation était ordinairement maintenue vivante par 2 vicomtes et 5 barons que M. de la Mole avait connus dans l'émigration. Ces messieurs jouissaient de 6 à 8 000 livres de rente, 4 tenaient pour la quotidienne et 3 pour la Gazette de France. L'un d'eux avait tous les jours à raconter quelque anecdote du château où le mot « admirable » n'était pas épargné. Julien remarqua qu'il avait 5 croix, les autres n'en avaient en général que 3. En revanche, on voyait dans l'antichambre 10 laquais en livrée, et toute la soirée on avait des glaces ou du thé tous les quarts d'heure, et sur le minuit une espèce de souper avec du vin de champagne. C'était la raison qui quelquefois faisait rester Julien jusqu'à la fin. Du reste, il ne comprenait presque pas que l'on pût écouter sérieusement la conversation ordinaire de ce salon si magnifiquement doré. Quelquefois, il regardait les interlocuteurs pour voir si eux-mêmes ne se moquaient pas de ce qu'ils disaient. « Mon monsieur de Maistre, que je sais par cœur, a dit 100 fois mieux, pensait-il, et encore est-il bien ennuyeux. » Julien n'était pas le seul à s'apercevoir de l'asphyxie morale. Les uns se consolaient en prenant force glace, les autres par le plaisir de dire tout le reste de la soirée « Je sors de l'hôtel de la Mole, où j'ai su que la Russie, etc. » Julien apprit d'un des complaisants qu'il n'y avait pas encore 6 mois que madame de la Mole avait récompensé une assiduité de plus de 20 années en faisant préfet le pauvre baron Le Bourguignon, sous-préfet depuis la Restauration. Ce grand événement avait retrempé le zèle de tous ces messieurs. Ils se seraient fâchés de bien peu de choses auparavant, ils ne se fâchèrent plus de rien.
Rarement, le manque d'égard était direct, mais Julien avait déjà surpris à table 2 ou 3 petits dialogues brefs entre le marquis et sa femme, cruels pour ceux qui étaient placés auprès d'eux. Ces nobles personnages ne dissimulaient pas le mépris sincère pour tout ce qui n'était pas issu de gens montant dans les carrosses du roi. Julien observa que le mot croisade était le seul qui donnât à leur figure l'expression du sérieux profond, mêlé de respect. Le respect ordinaire avait toujours une nuance de complaisance. Au milieu de cette magnificence et de cet ennui, Julien ne s'intéressait à rien qu'à M. de La Mole. Il l'entendit avec plaisir protester un jour pour qu'il n'était pour rien dans l'avancement de ce pauvre le Bourguignon. C'était une attention pour la marquise. Julien savait la vérité par l'abbé Pirard. Un matin que l'abbé travaillait avec Julien dans la bibliothèque du marquis à l'éternel procès de Frilair, « Monsieur, dit Julien tout à coup, dîner tous les jours avec madame la marquise, est-ce un de mes devoirs ou est-ce une bonté que l'on a pour moi ?»« C'est un honneur insigne, reprit l'abbé scandalisé. Jamais monsieur l'académicien, qui depuis 15 ans fait une cour assidue, n'a pu l'obtenir pour son neveu monsieur Tambeau. C'est pour moi, monsieur, la partie la plus pénible de mon emploi. Je m'ennuyais moins au séminaire. Je vois bâiller quelquefois jusqu'à mademoiselle de La Mole, qui pourtant doit être accoutumée à l'amabilité des amis de la maison. J'ai peur de m'endormir. De grâce, obtenez-moi la permission d'aller dîner à 40 sous dans quelque auberge obscure. » L'abbé, véritable parvenu, était fort sensible à l'honneur de dîner avec un grand seigneur. Pendant qu'il s'efforçait de faire comprendre ce sentiment par Julien, un bruit léger leur fit tourner la tête. Julien vit mademoiselle de La Mole qui écoutait. Il rougit. Elle était venue chercher un livre et avait tout entendu. Elle prit quelque considération pour Julien. Celui-là n'était pas né à genoux, pensa-t-elle, comme ce vieil abbé. Dieu qu'il est laid. À dîner, Julien n'osait pas regarder mademoiselle de La Mole, mais elle eut la bonté de lui adresser la parole. Ce jour-là, on attendait beaucoup de monde. Elle l'engagea à rester. Les jeunes filles de Paris n'aiment guère les gens d'un certain âge, surtout quand ils sont mis sans soin. Julien n'avait pas eu besoin de beaucoup de sagacité pour s'apercevoir que les collègues de monsieur le Bourguignon, restés dans le salon, avaient l'honneur d'être l'objet ordinaire des plaisanteries de mademoiselle de La Mole. Ce jour-là, qu'il y eût ou non de l'affectation de sa part, elle fut cruelle pour les ennuyeux. Mademoiselle de La Mole était le centre d'un petit groupe qui se formait presque tous les soirs derrière l'immense bergère de la marquise. Là se trouvaient le marquis de Croisenois, le comte de Caylus, le vicomte de Luz et 2 ou 3 autres jeunes officiers, amis de Norbert ou de sa sœur. Ces messieurs s'asseyaient sur un grand canapé bleu. À l'extrémité du canapé, opposé à celle qu'occupait la brillante Mathilde, Julien était placé silencieusement sur une petite chaise de paille assez basse. Ce poste modeste était envié par tous les complaisants. Norbert y maintenait décemment le jeune secrétaire de son père, en lui adressant la parole ou en le nommant 1 ou 2 fois par soirée. Ce jour-là, mademoiselle de La Mole lui demanda quelle pouvait être la hauteur de la montagne sur laquelle est placée la citadelle de Besançon. Jamais Julien ne put dire si cette montagne était plus ou moins haute que Montmartre. Souvent il riait de grand cœur de ce qu'on disait dans ce petit groupe, mais il se sentait incapable de rien inventer de semblable. C'était comme une langue étrangère qu'il eût comprise, mais qu'il n'eût pu parler. Les amis de Mathilde étaient ce jour-là en hostilité continue avec les gens qui arrivaient dans ce vaste salon. Les amis de la maison eurent d'abord la préférence, comme étant mieux connus. On peut juger si Julien était attentif. Tout l'intéressait, et le fond des choses, et la manière d'en plaisanter. « Ah, voici monsieur Descoulisses, dit Mathilde. Il n'a plus de perruque. Est-ce qu'il voudrait arriver à la préfecture par le génie? Il étale ce front chauve qu'il dit rempli de hautes pensées. »« C'est un homme qui connaît toute la terre, dit le marquis de Croisenois. Il vient aussi chez mon oncle le cardinal. Il est capable de cultiver un mensonge auprès de chacun de ses amis pendant des années de suite, et il a 200 ou 300 amis. Il sait alimenter l'amitié, c'est son talent. Tel que vous le voyez, il est déjà crotté à la porte d'un de ses amis dès les 7 heures du matin en hiver. Il se brouille de temps en temps et il écrit 7 ou 8 lettres pour la brouillerie. Puis il se réconcilie et il a 7 ou 8 lettres pour les transports d'amitié. Mais c'est dans l'épanchement franc et sincère de l'honnête homme qui ne garde rien sur le cœur qu'il brille le plus. Cette manœuvre paraît quand il y a quelque service à demander. Un des grands vicaires de mon oncle est admirable quand il raconte la vie de M. Descoulis depuis la Restauration. Je vous l'amènerai. Bah, je ne croirais pas à ces propos. C'est jalousie de métier entre petites gens, dit le comte de Caylus.
Monsieur Descoulis aura un nom dans l'histoire, reprit le marquis. Il a fait la restauration avec l'abbé de Pratte et messieurs de Talleyrand et Pozzo di Borgo. Cet homme a manié des millions, dit Norbert, et je ne conçois pas qu'il vienne ici embourser les épigrammes de mon père, souvent abominables. Combien avez-vous trahi de fois vos amis, mon cher Descoulis, lui criait-il l'autre jour d'un bout de la table à l'autre. Mais est-il vrai qu'il ait trahi, dit mademoiselle de La Mole. Qui n'a pas trahi? Quoi, dit le comte de Caylus à Norbert, vous avez chez vous monsieur Sinclair, ce fameux libéral, et que diable vient-il y faire? Il faut que je l'approche, que je lui parle, que je me fasse parler. On dit qu'il a tant d'esprit. Mais comment ta mère va-t-elle le recevoir, dit monsieur de Croisenois. Il a des idées si extravagantes, si généreuses, si indépendantes. Voyez, dit mademoiselle de La Mole, voilà l'homme indépendant qui salue jusqu'à terre monsieur Descoulis et qui saisit sa main. J'ai presque cru qu'il allait la porter à ses lèvres. Il faut que monsieur Descoulis soit mieux avec le pouvoir que nous ne le croyons, reprit monsieur de Croisenois. Sinclair vient ici pour être de l'Académie, dit Norbert. Voyez comme il salue le baron Croisenois. Il serait moins bas de se mettre à genoux, reprit monsieur de Luz. Mon cher Sorel, dit Norbert, vous qui avez de l'esprit mais qui arrivez de vos montagnes, tâchez de ne jamais saluer comme fait ce grand poète, fût-ce Dieu le Père. Ah, voici l'homme d'esprit par excellence, monsieur le baron Bâton, dit mademoiselle de La Mole, imitant un peu la voix du laquais qui venait de l'annoncer. Je crois que même vos gens se moquent de lui. Quel nom? Baron Bâton, dit monsieur de Caylus. Que fait le nom? Nous disait-il l'autre jour, reprit Mathilde. Figurez-vous que le duc de Bouillon annonçait pour la première fois. Il ne manque au public, à mon égard, qu'un peu d'habitude. Julien quitta le voisinage du canapé. Peu sensible encore aux charmantes finesses d'une moquerie légère, pour rire d'une plaisanterie, il prétendait qu'elle fût fondée en raison. Il ne voyait dans les propos de ces jeunes gens que le ton du dénigrement général, et en était choqué. Sa pruderie provinciale ou anglaise allait jusqu'à y voir de l'envie, en quoi assurément il se trompait. Le comte Norbert, se disait-il, à qui j'ai vu faire 3 brouillons pour une lettre de 20 lignes à son colonel, serait bien heureux s'il avait écrit de sa vie une page comme celle de M. Sinclair. Passant inaperçu à cause de son peu d'importance, Julien s'approcha successivement de plusieurs groupes. Il suivait de loin le baron Bâton et voulait l'entendre. Cet homme de tant d'esprit avait l'air inquiet, et Julien ne le vit se remettre un peu que lorsqu'il eut trouvé 3 ou 4 phrases piquantes. Il sembla à Julien que ce genre d'esprit avait besoin d'espace. Le baron ne pouvait pas dire des mots. Il lui fallait au moins 4 phrases de 6 lignes chacune pour être brillant. Cet homme disserte, il ne cause pas, disait quelqu'un derrière Julien. Il se retourna et rougit de plaisir quand il entendit nommer le comte Chalvet. C'est l'homme le plus fin du siècle. Julien avait souvent trouvé son nom dans le mémorial de Sainte-Hélène et dans les morceaux d'histoire dictés par Napoléon. Le comte Chalvet était bref dans sa parole. Ses traits étaient des éclairs, justes, vifs, profonds. S'il parlait d'une affaire, sur le champ, on voyait la discussion faire un pas. Il y portait des faits. C'était plaisir de l'entendre. Du reste, en politique, il était cynique, effronté. « Je suis indépendant, moi, disait-il à un monsieur portant 3 plaques, et dont apparemment il se moquait. Pourquoi veut-on que je sois aujourd'hui de la même opinion qu'il y a 6 semaines? En ce cas, mon opinion serait mon tyran. » 4 jeunes gens graves qui l'entouraient firent la mine. Ces messieurs n'aiment pas le genre plaisant. Le comte vit qu'il était allé trop loin. Heureusement, il aperçut l'honnête monsieur Balland, tartuffe d'honnêteté. Le comte se mit à lui parler. On se rapprocha, on comprit que le pauvre Balland allait être immolé. À force de morale et de moralité, quoique horriblement laid, et après des premiers pas dans le monde difficile à raconter, monsieur Balland a épousé une femme fort riche qui est morte, ensuite une seconde femme fort riche que l'on ne voit point dans le monde. Il jouit en toute humilité de 60 000 livres de rente, et a lui-même des flatteurs. Le comte Chalvet lui parla de tout cela sans pitié. Il y eut bientôt autour d'eux un cercle de 30 personnes. Tout le monde souriait, même les jeunes gens graves, l'espoir du siècle. « Pourquoi vient-il chez monsieur de La Mole, où il est le plastron, évidemment ?» pensa Julien. Il se rapprocha de l'abbé Pirard pour le lui demander. Monsieur Balland s'esquiva. « Bon, dit Norbert, voilà un des espions de mon père parti. Il ne reste plus que le petit boiteux Napier. » Serait-ce là le mot de l'énigme, pensa Julien, mais en ce cas, pourquoi le marquis reçoit-il monsieur Balland? Le sévère abbé Pirard faisait la mine dans un coin du salon, en entendant les laquais annoncer. C'est donc une caverne, disait-il, comme Basile. Je ne vois arriver que des gens tarés.
c'est que le sévère abbé ne connaissait pas ce qui tient à la haute société, mais par ses amis les jansénistes, il avait des notions fort exactes sur ces hommes qui n'arrivent dans les salons que par leur extrême finesse au service de tous les partis ou leur fortune scandaleuse. Pendant quelques minutes ce soir-là, il répondit d'abondance de cœur aux questions empressées de Julien, puis s'arrêta tout court, désolé d'avoir toujours du mal à dire de tout le monde, et se l'imputant à péché. Bilieux, janséniste et croyant au devoir de la charité chrétienne, sa vie dans le monde était un combat. « Quelle figure a cet abbé Pirard » disait mademoiselle de La Mole, comme Julien se rapprochait du canapé. Julien se sentit irrité, mais pourtant elle avait raison. Monsieur Pirard était sans contredit le plus honnête homme du salon, mais sa figure couperousée, qui s'agitait des bourrèlements de sa conscience, le rendait hideux en ce moment. Croyez après cela aux physionomies, pensa Julien, c'est dans le moment où la délicatesse de l'abbé Pirard se reproche quelques peccadilles qu'il a l'air atroce, tandis que sur la figure de ce Napier, espion connu de tous, on lit un bonheur pur et tranquille. L'abbé Pirard avait fait cependant de grandes concessions à son parti. Il avait pris un domestique, il était fort bien vêtu. Julien remarqua quelque chose de singulier dans le salon. C'était un mouvement de tous les yeux vers la porte et un demi-silence subit. Le laquais annonçait le fameux baron de Tolly, sur lequel les élections venaient de fixer tous les regards. Julien s'avança et le vit fort bien. Le baron présidait un collège. Il eut l'idée lumineuse d'escamoter les petits carrés de papier portant les votes d'un des partis. Mais pour qu'il y eût compensation, il les remplaçait à mesure par d'autres petits morceaux de papier portant un nom qui lui était agréable. Cette manœuvre décisive fut aperçue par quelques électeurs qui s'empressèrent de faire compliment au baron de Tolly. Le bonhomme était encore pâle de cette grande affaire. Des esprits mal faits avaient prononcé le mot de galère. Monsieur de La Mole le reçut froidement. Le pauvre baron s'échappa. « S'il nous quitte si vite, c'est pour aller chez monsieur Comte, » dit le comte Chalvet, et l'on rit. Au milieu de quelques grands seigneurs muets et des intrigants, la plupart tarés, mais tous gens d'esprit, qui ce soir-là abordaient successivement dans le salon de monsieur de La Mole, on parlait de lui pour un ministère, le petit Tanbeau faisait ses premières armes. S'il n'avait pas encore la finesse des aperçus, il s'en dédommageait, comme on va voir, par l'énergie des paroles. Pourquoi ne pas condamner cet homme à 10 ans de prison, disait-il au moment où Julien approcha de son groupe. C'est dans un fond de basse fosse qu'il faut confiner les reptiles. On doit les faire mourir à l'ombre, autrement leur venin s'exalte et devient plus dangereux. À quoi bon le condamner à 1000 écus d'amende? Il est pauvre, soit, tant mieux, mais son parti payera pour lui. Il fallait 500 francs d'amende et 10 ans de basse fosse. Eh bon Dieu, quel est donc le monstre dont on parle, pensa Julien, qui admirait le ton véhément et les gestes saccadés de son collègue. La petite figure maigre et tirée du neveu favori de l'académicien était hideuse en ce moment. Julien apprit bientôt qu'il s'agissait du plus grand poète de l'époque. « Ah, monstre !» s'écria Julien à demi-haut, et des larmes généreuses vermouillaient ses yeux. « Ah, petit gueux !» pensa-t-il, « je te revaudrai ces propos. » Voilà pourtant, pensa-t-il, les enfants perdus du parti dont le marquis est un des chefs. Et cet homme illustre qu'il calomnie, que de croix, que de sinécures n'eût-il pas accumulé s'il se fût vendu, je ne dis pas au plat ministère de M. de Nerval, mais à quelqu'un de ces ministres passablement honnêtes que nous avons vus se succéder. L'abbé Pirard fit signe de loin à Julien. M. de La Mole venait de lui dire un mot. Mais quand Julien, qui dans ce moment écoutait les yeux baissés les gémissements d'un évêque, fut libre enfin, et put approcher de son ami, il le trouva accaparé par cet abominable petit Tanbeau. Ce petit monstre l'exécrait comme la source de la faveur de Julien, et venait lui faire la cour. Quand la mort nous délivrera-t-elle de cette vieille pourriture? C'est dans ces termes d'une énergie biblique que le petit homme de lettres parlait en ce moment du respectable Lord Holland. Son mérite était de savoir très bien la biographie des hommes vivants, et il venait de faire une revue rapide de tous les hommes qui pouvaient aspirer à quelque influence sous le règne du nouveau roi d'Angleterre. L'abbé Pirard passa dans un salon voisin. Julien le suivit. « Le marquis n'aime pas les écrivailleurs, je vous en avertis. C'est sa seule antipathie. Sachez le latin, le grec, si vous pouvez l'histoire des Égyptiens, des Perses, etc. Il vous honorera et vous protégera comme un savant. Mais n'allez pas écrire une page en français, et surtout sur des matières graves et au-dessus de votre position dans le monde. Il vous appellerait écrivailleur et vous prendrait en guignon.
Comment, habitant l'hôtel d'un grand seigneur, ne savez-vous pas le mot du duc de Castries sur d'Alembert et Rousseau? Cela veut raisonner de tout et n'a pas 1000 écus de rente. Tout se sait, pensa Julien, ici comme au séminaire. Il avait écrit 8 ou 10 pages assez emphatiques. C'était une sorte d'éloge historique du vieux chirurgien-major qui, disait-il, l'avait fait homme. Et ce petit cahier, se dit Julien, a toujours été fermé à clé. Il monta chez lui, brûla son manuscrit et revint au salon. Les coquins brillants l'avaient quitté, il ne restait que les hommes à plaques. Autour de la table, que les gens venaient d'apporter toute service, se trouvaient 7 à 8 femmes fort nobles, fort dévotes, fort affectées, âgées de 30 à 35 ans. La brillante maréchale de Fervaques entra en faisant des excuses sur l'heure tardive. Il était plus de minuit. Elle alla prendre place auprès de la marquise. Julien fut profondément ému. Elle avait les yeux et le regard de madame de Rênal. Le groupe de mademoiselle de La Mole était encore peuplé. Elle était occupée avec ses amis à se moquer du malheureux comte de Thaler. C'était le fils unique de ce fameux juif, célèbre par les richesses qu'il avait acquises en prêtant de l'argent au roi pour faire la guerre au peuple. Le juif venait de mourir laissant à son fils 100 000 écus de rente par mois et un nom, hélas, trop connu. Cette position singulière eût exigé de la simplicité dans le caractère ou beaucoup de force de volonté. Malheureusement, le comte n'était qu'un bonhomme, garni de toutes sortes de prétentions qui lui étaient inspirées par ses flatteurs. M. de Caylus prétendait qu'on lui avait donné la volonté de demander en mariage mademoiselle de La Mole, à laquelle le marquis de Croisenois, qui devait être duc avec 100 000 livres de rente, faisait la cour. « Ah, ne l'accusez pas d'avoir une volonté, disait piteusement Norbert. Ce qui manquait peut-être le plus à ce pauvre comte de Thaler, c'était la faculté de vouloir. Par ce côté de son caractère, il eût été digne d'être roi. Prenant sans cesse conseil de tout le monde, il n'avait le courage de suivre aucun avis jusqu'au bout. Sa physionomie eût suffi à elle seule, dit mademoiselle de La Mole, pour lui inspirer une joie éternelle. C'était un mélange singulier d'inquiétude et de désappointement, mais de temps à autre on y distinguait fort bien des bouffées d'importance et de ce ton tranchant que doit avoir l'homme le plus riche de France, quand surtout il est assez bien fait de sa personne et n'a pas encore 36 ans. Il est timidement insolent, disait M. de Croisenois. Le comte de Caylus, Norbert et 2 ou 3 jeunes gens à moustache le persiflèrent tant qu'ils voulurent, sans qu'il s'en doutât, et enfin le renvoyèrent comme une heure sonnait. « Sont-ce vos fameux chevaux arabes qui vous attendent à la porte par le temps qu'il fait ?» lui dit Norbert. « Non, c'est un nouvel attelage bien moins cher, répondit M. de Thaler. Le cheval de gauche me coûte 5 000 francs et celui de droite ne vaut que 100 louis. Mais je vous prie de croire que l'on n'a la attelle que de nuit. C'est que son trot est parfaitement semblable à celui de l'autre. » La réflexion de Norbert fit penser au comte qu'il était décent pour un homme comme lui d'avoir la passion des chevaux et qu'il ne fallait pas laisser mouiller les siens. Il partit et ces messieurs sortirent un instant après en se moquant de lui. Ainsi, pensait Julien en les regardant rire dans l'escalier, il m'a été donné de voir l'autre extrême de ma situation. Je n'ai pas 20 louis de rente et je me suis trouvé côte à côte avec un homme qui a 20 louis de rente par heure et l'on se moquait de lui. Une telle vue guérit de l'envie.